Hello les méli-mélos, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission croustillante. Et aujourd'hui, on va parler de la rébellion chez l'adolescent. Mon ado est rebelle, est-ce contre moi? Et pour en parler, bien sûr, je suis avec Ama. Hello! Tu vas bien? Je vais très bien, comme d'habitude. Hein. Je me remets du week-end, mais ça va. Ça va, le week-end a été chargé. Et puis, on a le plaisir d'accueillir avec nous Christy Barral. Christy, comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour. Natilo. Bonjour Ama. Bonjour Christy Barral, maman d'un ado de 16 ans et demi. Très bien. Merci de nous faire cet honneur. Aujourd'hui, tu vas représenter les mamans, les mamans et les papas aussi, en tout cas les parents qui sont confrontés à cette question de la rébellion et qui nous font cette chance, en fait, ce partage avec nous là aujourd'hui de nous expliquer un petit peu comment tu vis les choses, quelles sont les difficultés et pourquoi pas donner des conseils à ceux qui pourraient traverser cette situation. En tout cas, je vais essayer au maximum de donner tous mes ressentis avec moi en tant que maman, mais aussi maman d'un ado un peu difficile. Enfin, je ne vais pas encore mettre de mots, mais on verra tout à l'heure avec on va essayer de détailler mon expérience de maman avec mon ado de 16 ans et demi, qui n'est pas un ado simple. Très bien, très bien. Alors, je vous propose qu'on monte directement dans le vif du sujet. Mais oui. Alors, à quel moment, parce qu'on dit oui, mon ado est rebelle, mais à quel moment parle-t-on de rébellion? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle rébellion? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un ado rebelle? C'est ça. Voilà. Alors, selon toi? Alors, moi, je vais déjà parler de moi, mes propres ressentis. C'est compliqué pour moi en tant que maman quand mon ado me contredit tout le temps, par exemple. OK. C'est difficile d'entendre un non, par exemple, de son enfant. Donc, mon ado m'a souvent répondu non. OK. Donc, c'est très frustrant pour moi en tant que maman et ça met en doute mon autorité en face de mon enfant. Donc, les premiers temps, on en rigole, certainement. Je pense que les premières fois où mon enfant m'a dit non, ça m'a fait rigoler. Mais quand on a presque un adulte en face qui dit non, c'est plus compliqué. OK. Donc, pour toi, la rébellion, ce serait le fait de dire non et de remettre en cause son autorité, en fait. C'est déjà une part des contradictions qu'on a tout le temps en face, au fait. Ce non-là, déjà, c'est compliqué en tant que parent d'entendre un non de son enfant. OK. Donc, pour moi, ça me frustre, je suis blessée et j'ai l'impression de perdre totalement mon autorité. Et là, s'enchaînent les conflits, au fait, à partir de ce non-là. OK, on comprend bien. D'accord. On comprend mieux. Donc ça, c'est le cas de Christy, effectivement, mais les parents connaissent plusieurs types de rébellion. C'est ça. Voilà, alors chaque cas est particulier, bien sûr, on le répète à chaque émission. C'est vrai qu'on va parler de plusieurs choses, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas balayer tous les cas de rébellion des ados. Voilà, on va prendre quelques cas les plus connus. Effectivement, il y a l'ado qui dit non, je ne vais pas dans ton sens, donc non. Il y a aussi l'ado qui fugue. On a l'ado qui fugue. Qui ne va pas à l'école. Voilà. Par exemple, il y a plusieurs cas de... Alors, moi, j'ai pris le premier exemple du non, mais mon ado fait partie de ces ados. Il y a je vis plusieurs situations avec mon ado. Est-ce que tu peux nous parler du coup de... Alors, j'enchaîne sur ce que tu viens de dire, Ama. Par exemple, la fugue. Donc, vivre la fugue pour la première fois, c'est se sentir mourir. J'avais la sensation que mon cœur était prêt à s'arrêter quand mon ado a fugué, par exemple. Je ne pensais pas le vivre. Donc, je rajoute dans ma situation que j'ai un seul enfant. Donc, j'ai un fils unique. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup de projections avec mon ado de ce seul enfant. Donc, c'est compliqué quand ça ne rentre pas dans mes projections. Donc, c'est très, très compliqué de se dire, bon, mais il fugue, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, c'est important de préciser les détails parce qu'au tout départ, quand dans la définition de la rébellion, on reste sur le non, on pourrait se dire, est-ce que finalement, dire non à sa figure d'autorité, c'est être rebelle? Et nous savons, de par ton expérience, mais également de par les recensements que nous on fait dans nos cabinets respectifs, que ça va au-delà de ça en fait. Et parce que même si effectivement aujourd'hui on parle de la rébellion, mais on aime bien faire le parallèle un petit peu avec toutes les thématiques qu'on a déjà abordées,
dans la thématique sur l'éducation à la sexualité, on avait parlé du consentement, en fait. C'est ça. Et donc, c'est vrai que il faut qu'on précise à nos téléspectateurs quel est le problème dans ce non-là, parce qu'en même temps, on ne peut pas, c'est compliqué de dire, ben finalement, quand tu me dis non, tu es rebelle, et en même temps, inviter cet adolescent-là à être en pleine possession de son consentement et de pouvoir dire non à un adulte, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce non, finalement, qui te pose problème? Alors, c'est la contradiction permanente. C'est pas un non, juste un non. Okay. C'est quand c'est un non au quotidien. Ok. Contredire tout le temps pour déranger, pour blesser, pour déstabiliser, au fait. Quand on arrive à ce stade, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que j'ai parlé du non, mais on parle aussi de l'ado qui se met en danger. Ouais. Quand je dis non, tu n'y vas pas parce que ça va être dangereux, j'y vais quand même. C'est ça. Donc, on est stressé, enfin, moi, je suis inquiète. Donc, c'est un mélange de sentiments, de ressentis. Et à la fin, on gère pas, on maîtrise pas, puisqu'on est mitigé, on est bouleversé dans toutes ces émotions en même temps. Et ça engendre effectivement de gros clashs à la maison qui sont difficilement gérables après. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le non. J'ai pas envie de dire bonjour à Tati Lucette. Ça peut arriver. Mais si c'est contredire le non parce que tu te mets en danger, mais tu ne le vois certainement pas, effectivement, c'est pas le consentement forcément, là. C'est vraiment la mise en garde de danger. Voilà, c'est ça. Mon ado, si je lui dis tu ne dois pas marcher sur la ligne rouge, 2 minutes après, il marchera sur la ligne rouge. Alors, c'est très bien que tu en parles, hein, parce que quand on analyse un petit peu toutes les raisons qui poussent justement à la rébellion, c'est précisément ce qui se passe. C'est-à-dire que plus on va poser des interdits, surtout sans explication, et plus le jeune sera tenté d'aller vers l'interdit. Vers l'interdit, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors moi, avec mon expérience de maman, mon fils me dira, tu ne comprends pas. Je fais un exemple qui fait rire certaines personnes. Il me dit, de toute façon, tu es né en 1900. Donc, tu ne peux pas me comprendre, je suis née en 2000. Ouais, donc, tu ne peux pas comprendre les ressentis d'un enfant né en 2000 et d'un adulte qui est né en 1900. Ce ne sont pas les mêmes ressentis. Donc, il va me dire, même si je lui explique que c'est un danger, qu'il ne faut pas le faire, que tu te mets en danger, il ne va pas le comprendre. Donc, peut-être aujourd'hui, à 16 ans et demi, il commence à avoir certaines réflexions, certains interdits. Pour quelles raisons? Parce qu'il se met vraiment en danger à chaque fois. Et il peut se retrouver effectivement confronté à la loi, par exemple. Mais quand on le dit au moment, non, il ne comprend pas. Ils n'ont pas la même conscience que la personne adulte. Voilà. Donc, une fois qu'ils sont au pied du mur, à ce moment-là, et c'est vrai que souvent, des fois, c'est trop tard. Bon, effectivement, en tant que maman, on essaie de rattraper au maximum. Mais où je peux donner un autre exemple aussi de l'adolescence, de mon ressenti de maman, les parties les plus difficiles, ou la honte, au fait. Ce qui engendre les gros problèmes, enfin, moi en tout cas, c'est les moments de honte, au fait. Souvent convoqués à l'école, on ne sait plus où se mettre, on ne sait plus quoi faire, parce que je sais que j'ai donné la base, je sais que j'ai donné l'éducation qu'il fallait, donc je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois j'étais convoquée à l'école pour comportement, par exemple. C'est ça. Donc, au fil des années, ça enfle, et on supporte moins. Et ça m'a fragilisé en tant que parent. Alors, on est très contente d'avoir ton témoignage parce que du coup, à travers ton propre témoignage, tu témoignes aussi pour ton fils. Quand il dit, je veux rebondir sur cette expression qu'il dit, tu es né en 1900 et moi je suis né en 2000. Et c'est aussi douloureux pour le parent que pour l'enfant. Et là, c'est le choc des générations aussi. Exactement. Je rappelle une citation que j'ai pu déjà énoncer, c'est « On est davantage l'enfant de son univers, de sa société, l'enfant de ses pères plutôt que de son père. On est d'abord l'enfant de son époque, on est bien plus l'enfant de son époque que l'enfant de son propre père. » Donc c'est un proverbe africain qui tend à dire que on se comprend mieux par rapport à son époque plutôt que de comprendre nos parents qui sont pourtant la voie, le chemin, l'image. Mais ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas la même génération, on n'est pas dans le même univers, on n'a pas les mêmes objectifs au même moment. Et c'est vrai que ça crée du coup des souffrances, aussi bien pour le parent qui a du mal à se faire comprendre que le jeune qui a du mal aussi à se faire comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas d'accord avec le mode éducatif de ma maman,
je ne vais pas le faire, mais je vais m'abstenir de le lui dire. Sauf qu'aujourd'hui, le jeune va dire, mon enfant va me dire non, ça ne correspond pas avec ce que je veux. Ma mère, même si elle me dit tu ne fais pas, parce que c'est pas bien, je vais quand même faire, mais je ne vais pas lui dire non, ce que tu me dis là ne va pas du tout. Donc, le parent en face, ma mère en tout cas, ne va pas être frustrée de mon non, parce que je ne lui ai pas dit, même si je n'ai pas fait, mais je ne lui dis pas en face, non maman, je ne vais pas faire. Tu mets les pieds dans Exactement. le truc. C'est-à-dire que c'est précisément ce qu'on est en train de dire. Dans une certaine génération, on ne prenait pas autant l'émancipation et la parole du jeune. Oui, c'est ça. Donc c'était normal pour toi de ne pas dire à ton parent, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais cette génération-là qui naît là, qui est née même, à qui on donne la parole, veut dire non, je ne suis pas d'accord. On leur permet de le dire. On met en place dans les écoles des projets où ils doivent présenter, je ne sais pas, se faire porte-parole d'une cause, etc. On les invite à être porte-parole de ce qu'ils pensent. Et c'est encore une fois, en fait, ça revient, si tu veux, à cette question de génération et d'époque. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de déconstruire, au fait. Parce que ça ne marche pas, ça n'avance pas. Et j'ai envie que ça marche. Donc, je suis obligée de déconstruire parce que il y a des erreurs, certainement beaucoup d'erreurs, parce que moi, je suis maman monoparentale. Donc, j'étais en surprotection avec mon enfant. Le fait de l'éduquer seul, il est fils unique, il se retrouve seul avec sa maman. On a toujours l'impression... Enfin, moi, je voulais toujours combler des vides. Mais aujourd'hui, 16 ans et demi après, je me dis, mais il n'y avait pas de vide à combler. C'était comme ça, c'est notre vie, on est tous les deux. Exactement. Mais voilà, je le vois ça. que 16 ans et demi après. Donc, 16 ans et demi après, il y a beaucoup de choses à déconstruire. À déconstruire. Et c'est lourd, c'est énorme pour moi. Et c'est pour ça que, en tant que maman, ça m'arrive de vraiment craquer. Donc, il y a 1 semaine et demie, j'ai vraiment craqué. Et je voulais profiter de l'émission, justement, pour remercier ces mamans que j'ai retrouvées non loin de l'école de mon fils, parce que j'ai fait une crise d'angoisse où j'arrivais plus à respirer, parce que c'était la énième dispute. Et je suis fragile en tant que maman. Donc, je suis une femme forte, dure, comme on dit chez nous. Potomitan. Je suis une femme potomitan, déterminée dans ses projets. Mais en tant que maman, je suis une maman fragile parce que j'ai donné. Et le fait de déconstruire, c'est difficile, au fait. C'est ça, voilà. Et aujourd'hui, je profite de l'émission pour dire, oui, c'est difficile, mais il faut se dire, oui, c'est difficile, et que c'est normal que ce soit difficile. Il faut accepter que ce soit difficile, mais ça permet d'avancer. Et pour avancer, je suis là aujourd'hui. Ben, merci beaucoup d'être là. Et aussi, je voulais quand même faire un petit point. Effectivement, Natilo, c'est vrai qu'il y a le choc des générations, il y a le choc des compréhensions entre parents, enfants, etc. Mais aussi, il y a le parent qui fait tout, qui met l'espace à disposition. Oui, l'enfant ne veut pas. Il y a aussi les caractères. Il y a aussi les caractères intrinsèques à la personne. C'est-à-dire que des fois, le parent peut tout faire pour que ça aille bien, mais il y a quelque chose qui s'est passé déjà en amont où l'enfant est bloqué. Je dis l'enfant, l'ado. L'ado ou l'enfant est bloqué et ça n'avancera pas. Jusqu'à un certain temps où l'enfant va réaliser que... Mais aussi, mis à part le choc des générations, mis à part les problèmes de compréhension années 1900, années 2000, il y a aussi cette partie-là. Je vois ce que tu veux dire. Quand on reprend ta phrase, on est plus l'enfant de ses pères plutôt que de son père. Si jamais ses pères, c'est rien que des vagabonds, entre eux, mais que ta maman est embêtante et ton papa est ridicule. Bien sûr. Il y a ça aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les conséquences. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter. Oui, j'ai compris. Voilà. Et carotter le père, le pater. Non, il faut garder ce pater-là. Oui, j'ai très bien compris. Mais ça permet de mieux approcher cette difficulté relationnelle et de se dire, mais en fait, et d'ailleurs, ça revient à la question du débat, est-ce contre moi? Est-ce contre moi? C'est ça. Est-ce contre moi la rébellion? Alors moi, je l'ai vécu vraiment dans ce sens-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que mon fils est en colère contre moi. Ok. Alors j'essaie de comprendre toujours. Hein. J'ai toujours pas de réponse, hein, puisque quand je lui pose la question, il me dit, tu me dis toujours non. Alors que j'ai pas la sensation de dire toujours non à mon fils. Hein. Donc il a fait beaucoup de choses, comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de choses à sa disposition. Il fait beaucoup d'activités physiques. J'ai été présente H24, même trop présente, avec des taux horaires réduits, donc pour pouvoir être là pour lui.
C'était pas suffisant. Aujourd'hui, il trouve que je suis trop absente. Parce que j'ai pris de la distance avec tout ça, parce que je me suis dit, bon, peut-être que je suis trop présente. Toujours à essayer de trouver l'équilibre. Aujourd'hui, il me reproche d'être trop absente. Donc, il faut être présente sans être présente. C'est-à-dire, tu m'emmènes, mais fais-toi discrète. Donc, c'est toujours très compliqué. Donc, je veux que tu sois là avec moi, mon activité sportive, mais reste dans ta voiture, au fait. Ne descends pas, ne discute pas, il ne faut pas qu'on te voie. Donc, c'est une place un peu compliquée qu'il me demande d'avoir, qu'aujourd'hui, je refuse d'avoir. Si tu veux que je sois là, ok, je suis là avec toi, mais il faut qu'on partage. Dans son adolescence aujourd'hui, je veux que tu sois là, mais que pour moi, au fait, pas pour les autres, pas pour partager avec les autres. Donc, quand j'ai sorti à mon fils, effectivement, bon, mais tu me reproches de ne pas être présente à tes activités, mais quand je suis là, tu veux pas que je parle, ça te gêne. Il a souri. Donc, quand il a souri, moi, j'ai compris que c'était tombé pile poil, puisque j'essaie d'analyser aujourd'hui. Donc, je suis plus dans l'analyse que dans l'action, dans la répression, dans la dispute, dans les tensions. Donc, j'essaie d'observer pour mieux comprendre, au fait, parce que les conflits, au bout d'un moment, ça épuise. Oui, et c'est vrai que je suis arrivée aujourd'hui à l'épuisement dans les conflits, et j'en veux plus, au fait, parce que je ne suis plus capable de les supporter aujourd'hui. Et je veux encore aider mon enfant. Donc, je me répète, d'où ma présence aujourd'hui, et j'espère qu'effectivement, j'aurai un petit peu plus de réponses de d'autres parents aussi, hein, si les parents vivent un peu la même chose que moi. Mais aujourd'hui, je dis stop. Donc, je lui dis, dis-moi, toi. Donc, je suis toujours dans mon rôle de maman, mais s'il y a quelque chose que je devrais changer ou améliorer, dis-moi, mais dans le respect. Si c'est de l'autorité, ça ne pourra pas se faire. C'est ça. Mais si c'est un partage et puis on déconstruit pour reconstruire ensemble, oui, puisque il est presque un adulte. Donc, il comprend les choses différemment que l'enfant de 10 ans où je lui disais « Non, tu fais comme ça, pas autrement. » Aujourd'hui, s'il me dit « Non, maman, je ne peux pas faire comme ça, on va faire comme ça », on y va. Mais dans le respect, ce n'est pas lui qui change le rôle pour dire « Je suis l'autorité, toi la mienne, mais tu exécutes ». Non, ça ne peut pas se faire comme ça. J'entends. Hein. Elle a beaucoup insisté sur le respect. Oui, c'est une valeur très importante, mutuelle, parents, enfants, enfants, parents. Et c'est très bien que tu aies parlé de ça. Moi, j'entends communication. Et effectivement, il y a une carence de communication par rapport à notre culture, par rapport à notre société, où on a beaucoup eu « je suis le parent, je dis et tu fais ». Exactement. Donc, du coup, ça crée des tensions dès la petite enfance. Je ne dis pas que c'est ton cas, je parle de cas en général. Donc, dès la petite enfance, on aura ce cas-là où l'enfant se dit « bon, je fais, mais ça m'énerve. Je fais, mais ça m'énerve. Je fais, mais ça m'énerve. » Jusqu'à ce que, justement, l'enfant rentre au collège. Surtout qu'on assiste à une génération qui est beaucoup plus autonome que notre génération déjà. Donc, ça m'énerve. À 14 ans, ça va péter. Je ne vais pas faire. Et puis, on voit bien que les jeunes, finalement, se retrouvent dans une espèce de, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises, parce qu'ils sont dans un âge où on leur demande de réfléchir par eux-mêmes, de faire des propositions, d'être force de proposition, de faire preuve d'initiative, et en même temps, on leur demande de rester sous l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est quoi? C'est l'argument qui se justifie uniquement par rapport à une posture d'autorité. Quand ils sont petits, par exemple, on imagine deux frères et sœurs, deux frères qui chahutent, qui jouent. Un tel ne touche pas au téléphone. Mais pourquoi? Parce que maman a dit de ne pas toucher au téléphone. Et ça suffit. C'est suffisant pour des enfants de 8-9 ans. Maman a dit, je vais le dire à maman, argument d'autorité, la personne qui fait autorité a dit que... Mais un adolescent qui, durant sa scolarité, est amené à réfléchir, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'érosion des montagnes après avoir lu un corpus documentaire? Selon vous, comment peut-on mesurer ou trouver ou déduire la hauteur de tel ou tel poteau par le théorème de Thalès? Et puis à ce même ado-là, on lui dit... J'ai dit non, c'est non, pas d'explication. Je n'ai pas dit que c'est ton cas. Non, mais je vais répondre, répondre. Et en fait, ce même ado-là, on lui dit, respecte cet argument d'autorité qui est, je suis ta mère et j'ai dit non, ou je suis ton père et j'ai dit non. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour eux, parce qu'il faut trouver le juste milieu. C'est pourquoi je parlais de cul entre deux chaises, entre est-ce que je dois réfléchir par moi-même ou est-ce que je dois simplement écouter? C'est ça. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça.
Oui. pour moi en tant que maman, parce que j'étais paniquée, moi, d'élever mon fils seul. Donc, forcément, on prend des directions qu'il ne faudrait pas forcément prendre à ce moment-là, parce que j'avais peur d'élever mon garçon seul. Je n'avais pas envisagé de l'élever seul. Donc, j'avais très peur d'élever seul. Donc, je suis un peu plus sévère que la norme, puisque j'ai peur. Ensuite, je me dis, il est seul avec moi, je ne veux pas qu'il aille dans une direction, il ne faudrait pas y aller parce que j'ai peur. Au fait, la peur était là tout le temps dans l'éducation que je donnais à mon fils. Sauf que j'ai fini par lui dire à 12 ans, écoute, j'ai fait certainement des erreurs parce que j'avais très peur de t'élever seul, je n'avais pas programmé de t'élever seul, c'est comme ça. Ouais. Donc, tu m'en excuses, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose que je devrais refaire, on y va, on essaie ensemble. Sauf qu'il avait 12 ans, aujourd'hui il a 16 ans et demi. Voilà. On n'a toujours pas trouvé la solution, la meilleure en tout cas, même s'il y a des choses qui se sont améliorées. Mais cette rébellion, cette autorité qu'il refuse en permanence, donc cette sensation qu'il est tout le temps en colère contre moi, je l'ai encore aujourd'hui. C'est bien que tu parles aussi, que tu évoques cette sensation de peur. Avec Ama, on en parle souvent de la conception de la famille, de cet idéal qu'on veut mettre sur la famille doit être construite comme ça. Je laisse Ama en parler parce qu'elle est beaucoup plus sujette à en parler. Donc, effectivement, lorsque la société veut que la famille, c'est une maman, un papa, un enfant, puis on est marié. Attention, Voilà. c'est important. Et effectivement, je reçois beaucoup de femmes qui tombent dans une panique folle. Oui, mais ce n'est pas ça. J'avais déjà quelqu'un, on était ensemble. La prochaine étape, c'est qu'on devait construire. Là, maintenant, on doit se séparer. Donc, lorsque la personne tombe dans une panique, on crée des peurs totalement irrationnelles. Je ne pourrais pas m'occuper de mon enfant. Je ne serais pas suffisante pour m'occuper de mon enfant. Je ne pourrais pas suffire à moi seule pour pouvoir gérer les besoins de mon enfant, alors que totalement, c'est possible. Sauf que tellement c'est imprégné dans la société que une famille, c'est papa, maman, enfant, 1 ou 2. 3, on est déjà famille nombreuse. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler. Mais, en tout cas, c'est vrai que ça crée des peurs chez la maman, surtout. Chez le parent. Surtout chez la maman. Voilà, oui, surtout, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que ça crée des inquiétudes pour les pères. Oui, bien mais sûr. chez la maman, ça crée des peurs irrationnelles, des peurs. Ça. Je ne pourrais pas. Donc, ça veut dire que si jamais l'enfant me demande, je sais pas moi, une paire de chaussures à 600 €, je vais lui donner parce que je peux machin. Et donc, ça fait des comportements où, justement, on pourrit son enfant. Exactement. Soi-même. Et tu parlais à l'âge de 12 ans, tu as fait le point avec lui. Mais il y a aussi des principes psychologiques qui disent que chez l'enfant, tout se joue de 0 à 7 ans. Donc, en fait, même si effectivement, et c'est très bien d'avoir déjà fait ce travail-là avec lui à 12 ans, mais avant ces 12 ans-là, il y a eu de 0 à 12 ans où ces enfants, parce qu'on a tendance souvent à sous-estimer les enfants, et en fait, ils s'imprègnent de nous, ils s'imprègnent de nos émotions, de nos réactions, de nos peurs, de nos craintes, etc. Et ils surfent aussi dessus, en fait. Ils surfent aussi. Dans cette période, j'étais en grande fragilité, toujours en panique, au fait. Donc, jusqu'à ce qu'il rentre au collège, c'était toujours le cas. Surtout que mon fils a toujours été hyperactif. J'étais tout le temps convoquée parce qu'il bougeait beaucoup. Donc, et moi, cette maman en panique, fragile, n'arrivait pas à lire entre les lignes comme il fallait à cette époque. Donc, j'étais toujours honteuse d'aller à côté de l'école. Je dis, mais je fais ce qu'il faut, mais pourquoi on me convoque? Donc, j'étais toujours en pleurs, toujours en état de faiblesse. Et je pense que ça aussi a dû avoir une grande influence sur l'attitude de mon enfant, puisque, bon, effectivement, il a vu une maman tout le temps en train de pleurer, tout le temps qui criait pour dire, mais je comprends pas, je te donne une bonne éducation, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut? Donc, même si j'étais accompagnée en même temps de professionnels qui me disaient, oui, mais il est hyperactif, il est super intelligent, il s'ennuie à l'école. Dans ma tête, s'il s'ennuie à l'école, c'est qu'il est super intelligent et qu'il devrait être le premier de la classe. Sauf que ça a toujours été le contraire. Ça a toujours été le contraire. Et j'ai eu du mal à comprendre ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, il s'est réconcilié avec l'école. Bon, c'est vrai qu'il joue toujours autant à l'école. Il bouge toujours autant, mais il s'est réconcilié avec l'école parce que jusqu'à l'année dernière, il détestait l'école. Aujourd'hui, il se retrouve parce qu'il est rentré au lycée et que ça se rapproche de ses projets de vie, au fait. Ça lui ressemble un peu plus. Donc, et puis, il y a d'autres mentalités aussi au lycée. Voilà. C'est ça, donc, voilà. Ça s'est rapproché un peu de sa vision parce qu'il avait envie d'être grand. Et puis lui aussi, il a grandi. Voilà.
entre l'année dernière et cette année, il a grandi, il a mûri. Ben, il est particulier dans son fonctionnement parce qu'à 12 ans, mon fils m'avait demandé est-ce qu'il pouvait pas, avec ses connaissances actuelles, est-ce qu'il pouvait pas aller travailler à 12 ans. Donc, c'est qu'il voulait vraiment pas continuer l'école. Donc, je l'y ai obligé. Donc, c'était encore conflit de l'obliger à aller à l'école. Voilà, tu poses vraiment les mots en fait. C'est ça, même le mot obligé, c'est-à-dire voilà. que c'était... Oui, c'était le mot. C'était Je l'obligeais à nécessaire, y aller. c'était nécessaire. Mais effectivement, au moment T, peut-être qu'on n'a pas les ressources nécessaires, puisqu'on ne sait pas forcément comment faire. On se dit non, je suis le parent, je vais le faire comme ça. Mais effectivement, les termes obligés, Voilà, et puis bon, je forcé, Voilà. c'est-à-dire que c'est pas dit en mal, hein. C'est un peu ce qu'il faut faire. Il faut obliger son enfant à aller à l'école parce que on a quand même besoin mais toujours trouver la technique pour l'amadouer, pour C'est aller ça. dans le sens. Quand je dis amadouer, bon, ça paraît un peu. non, mais finalement, Mais c'est ça, mais c'est ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'argument d'autorité, mais c'est ça, en fait. Alors, je reviens à ma partie un peu technique. Lorsqu'on étudie l'argumentation, on étudie quoi? On étudie l'art de convaincre et l'art de persuader. Convaincre, c'est s'appuyer sur des faits concrets pour faire adhérer à une idée. Persuader, c'est stimuler un peu les émotions, les sensations, les sentiments, toujours pour faire adhérer. Et on se retrouve un petit peu dans la bonne argumentation, hein, celle qui est bien construite, va souvent faire un peu des deux. Donc, on va plutôt qu'obliger, on va essayer de convaincre, mais aussi de persuader, donc d'amadouer, hein, pour reprendre ton terme, amadouer pour que ça passe mieux. Et en fait, bon, je veux quand même rassurer les parents qui nous regardent. On n'est pas dans le jugement, on sait que c'est difficile. Oui, c'est nous-mêmes, sûr. nous sommes mamans. Alors, ce ne sont pas encore des ados et pour autant, on est déjà dans la négociation par moment. Pas seulement, hein. Voilà. On est dans l'amadouage, amadouement. C'est pas richesse bottom. Ah non, c'est clair, mon C'est- Dieu. c'est- Inventer des techniques. Mais si tu fais ça. Et puis finalement, c'est la même chose aussi à l'adolescence. Voilà, en Avec fait. les autres termes. Mais c'est aussi vrai que on s'organise, on se donne les moyens et on accepte de déconstruire ces codes de le parent qui a cette autorité suprême et qui, quand il a parlé, ça doit être ça, point barre. J'ai entendu des parents dire, mais pourquoi tu dis merci à l'enfant? Pourquoi tu dis s'il te plaît? Tu lui donnes un ordre, pourquoi tu veux rajouter le s'il te plaît? Mais en soi, ça c'est des idées reçues. C'est le fonctionnement du maître d'habitation ou les restes du pater familial sur le père avait droit de vie ou de mort sur son enfant. Et donc, sur sa famille. au fur et à mesure, sur sa famille, au-delà de son enfant, sa famille. Et donc, il y a encore ces restes de fonctionnement, ces restes qui ont pris du temps à être déconstruits. On se dit que le parent a dit stop, c'est stop. Alors, tout ce que vous donnez comme méthode, tout ça fonctionne effectivement si le parent n'est pas en grande fragilité. Aussi. Moi, je parle de moi. Oui, bien sûr. Avec ma grande fragilité, c'était pas possible. Voilà. Donc, si on s'occupe d'abord de soi, parce qu'on n'a pas le choix, en fait, pendant des années, c'était pas ça. C'est d'abord mon fils, après moi. Mais plus les années passent, plus je devenais fragile. Et moins je pouvais m'occuper de mon enfant, au final, tu sais, parce que C'est ça. on passe à côté, on n'est pas capable, on ne supporte plus, voilà, on a l'impression que, ben non, c'est l'enfant, il n'a qu'à faire, parce qu'on est fatigué. Donc, une fois qu'on commence à prendre soin de soi, effectivement, on peut mettre en place toute cette technique Oui, voilà. de contourner, de faire des détours pour arriver à la même chose, mais on n'y arrive pas quand on est fragile. Voilà. Et je le dis souvent, Natilo, je le dis souvent lorsque je fais des ateliers ou dans notre stage. Une maman heureuse égale un enfant heureux. Exactement. Lorsqu'on a déjà un problème, enfin, je dis une maman, pour ne pas me faire agresser par les papas sur des parents heureux, en fait. Le parent qui est le plus souvent là, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans des hypocrisies. Voilà. Nous savons que en général, c'est la maman qui est le plus souvent en étant avec le papa ou pas. En général, voilà. hein, en général. Et donc, le parent qui est là le plus souvent, donc souvent la maman, lorsqu'elle est bien dans sa peau, dans sa tête, dans son âme, l'enfant est bien aussi. Par exemple, je donne un exemple, une maman qui va se sentir mal et qui va vraiment dire à son enfant, ce n'est pas de ta faute, ça ne va pas aujourd'hui, mais ça va passer, ne t'inquiète pas. Au moins l'enfant a entendu, plutôt que de voir une maman qui est un peu, je sais pas, l'enfant se dit, bon ben, c'est peut-être moi alors.
Voilà. Juste le fait d'expliquer et d'être à l'aise avec le fait qu'aujourd'hui, ça va pas. Brian, par exemple, ça va pas aujourd'hui. Donc, attends, laisse-moi me refaire et ça ira mieux demain. Voilà. Alors, moi aussi, je voudrais dire aux mamans, hein, de trouver des façons d'évacuer, au fait. Parce que quand on n'est que maman, moi, j'ai été que maman durant des années. Le seul endroit où je m'épanouissais, c'était professionnellement. C'est tout. Sauf que quand on fait un métier, c'est vrai, quand on aime son métier, formidable. Mais c'est pas là qu'on va vider son stress, s'évacuer. Voilà, donc moi, je l'ai fait que dans mon travail. Et aujourd'hui, effectivement, je crois que j'ai trop d'activités, puisqu'il faut évacuer. Je fais des choses qui me font plaisir. Donc beaucoup de sport, beaucoup d'activités manuelles. Donc je fais de la danse, je fais du tambour. Donc il faut vraiment trouver des méthodes. Donc chaque maman devrait trouver une activité pour pouvoir évacuer. Et aujourd'hui, j'en ai au moins 5. Et franchement, chaque activité, c'est primordial que je puisse les faire. Le samedi matin, je ne veux pas rater mon aquagym, par exemple. Voilà, c'est ça. Prendre le temps prendre le temps pour soi. Ça revient à ce qu'elle disait. Et voilà. Et c'est le début d'une relation beaucoup plus apaisée parce que mon enfant ne me voit plus à la maison que comme une maman. Parce que mon enfant... comme une personne. Voilà, mon enfant ne m'a vu que comme une maman. Parce qu'au début, il me disait, mais tu n'es jamais disponible pour moi, tu préfères les autres plus que moi. J'ai eu droit à ça durant 3 ans. Et c'est de ça, je rebondis avec grand plaisir sur ce que tu dis là. En fait, il faut vraiment déconstruire le rôle du parent comme étant uniquement le garant et l'orient, je sais même pas comment on peut le conseiller en orientation. Non, en fait, peu importe le modèle familial que l'on a, on est une famille, on est des alliés, on est des amis aussi. On a une certaine connexion, une certaine proximité qui fait qu'on n'est pas que là pour diriger, en fait. Il faut permettre à l'enfant de nous percevoir comme une personne humaine qui décide de sa propre vie aussi. Voilà. Oui, alors je vais aussi rebondir sur ça. Alors, des petits exemples simples qui reviennent souvent chez les parents. Ici, c'est pas de ce qu'on parle, mais on parle en général pour les téléspectateurs aussi. Faire confiance à l'enfant très jeune. C'est-à-dire, quand je parle de confiance, par exemple, fais ton lit. Si le lit n'est pas fait de la façon que toi, tu aurais aimé que le lit soit fait. Voilà. Mais l'enfant, il a 9 ans, il a 10 ans. Il fait comme il peut. Et en fait, le fait de lui laisser cet espace-là, de faire son lit et se dire, c'est comme ça que Brian a fait son lit. Voilà. Mais bon, au moins, il a fait son lit. L'enfant se dit, eh bien, je vais m'améliorer la prochaine fois. Tandis que si très jeune, fais ton lit, non, c'est pas bon, refais. C'est pas bon, refais une deuxième fois, refais une troisième fois. Là, ça devient... non, là, ça commence à me craquer les poils, cette histoire de lit, là. Voilà, je ne vais pas faire de lit, moi. Et en fait, c'est ça. Balaie ta chambre. Bon, l'enfant a oublié une perle ou une voiture. C'est comme ça que tu as balayé la chambre. Il reste une perle, tu n'as pas vu la perle d'après toi. Là, l'enfant se dit, ok, donc c'est un truc pour me mettre du stress, je ne vais pas balayer. Ou même quand le travail est bien fait, je dis le travail entre guillemets, même quand l'action est bien réalisée, mais pour peu qu'elle ne soit pas réalisée dans le sens du parent, il y a un problème. Voilà. Alors qu'on pourrait aussi se laisser surprendre. Et pourquoi pas laisser, encore une fois, je reviens sur cette question d'adolescent, parce que chez Acme, on a toute une partie cours de soutien et on voit vraiment... J'invite tous les parents à le faire, ouvrez le cahier d'activité de l'enfant avant d'arriver au cours, à la leçon, qui donne finalement les formules, les théorèmes à mettre en pratique. Avant ça, il y a toute une partie activité où on propose aux jeunes de chercher. Selon toi, quelle est la déduction que tu as faite? Alors, on les incite, ces ados, à être dans la déduction, mais en même temps, à la maison, avec le parent, au millimètre. Il faut que ce soit comme ça. Sinon, c'est pas bon. Et donc, forcément, ce jeune se retrouve en difficulté. Et la question contraire, quand le jeune fait mal volontairement. J'aimerais avoir votre avis dessus. Alors, donc, comme je disais, ça peut effectivement arriver que faut pas on n'est pas tout oui ni tout non. C'est-à-dire c'est pas tout le temps que le jeune, il est contre le parent. C'est-à-dire que des fois, le jeune essaie de se faire remarquer pour dire, il y a un problème là. Mais par exemple, dans le cas où le jeune est contre son parent, c'est qu'en amont, bien avant, voilà. Il faut remonter. Il y a eu quelque chose que là, sur le plateau, on ne peut pas, enfin moi en tout cas, ne connaissant pas l'histoire, je ne peux pas deviner. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé où le jeune s'est dit, tu veux m'embêter? Je vais t'embêter. Je vais te montrer c'est quoi embêter quelqu'un.
Et donc là, le jeune va être tout le temps dans le « tu veux que le lit soit rouge? Je le mets en vert. » Et je veux compléter ce que tu dis, parce que ça me rappelle un autre parent qui me disait je suis sûr que mon enfant fait telle ou telle chose contre moi. Mais peut-être que le parent a l'impression que c'est contre lui et que pas du tout. Ben, c'est la sensation que moi j'ai, mais en réalité, quand j'essaie d'analyser, je me dis c'est peut-être pas forcément contre moi. Oui, voilà. Lorsque mon fils est à l'extérieur, j'ai que des félicitations. Madame, c'est votre fils, je vous félicite. Quand je lui en parle, il me dit mais c'est toi qui m'as éduqué, donc je sais comment faire. Sauf qu'à la maison, il fait le contraire. Mais en fait, comme je dis ici, je ne connais pas le cas particulier, mais je sais aussi qu'il y a un cas qu'on rencontre souvent dans notre stage dont on va parler tout à l'heure. C'est que le parent pense parfois que son enfant est rebelle. Alors, les parents découvrent leurs enfants après à travers les yeux des copains, par exemple. Ah bon? C'est lui qui a fait ça pour la classe? Je ne pensais pas qu'il aurait été capable de faire ça. C'est ça. Par exemple, les copains disent « Ah, c'est vous, la maman de Brian? Eh bien oui, c'est lui qui a fait ce projet-là. » Ah bon? Je ne pensais pas. Parce qu'à la maison, le parent a une vision de son enfant qui va rentrer, qui va vouloir travailler. Je prends l'exemple qui inquiète beaucoup les mamans, les cheveux, les piercings. Et quand je rencontre les parents, enfin, quand nous rencontrons les parents et que je leur dis, mais un piercing, c'est amovible. Ah non, pas chez moi, pas de piercing. Je dis, je comprends. Je comprends très bien que le piercing, ça peut être choquant parce qu'effectivement, on vient d'une société où il n'y a pas de piercing chez les garçons. Ça fait un peu bad boy. Mais je leur dis, un tatouage, je peux comprendre. Le tatouage, c'est à vie. Par contre, un piercing, c'est amovible. C'est dans l'air du temps. Ils ont 16 ans. Ils veulent un piercing à l'oreille. Je dis, essayez de leur faire confiance. Peut-être qu'en faisant le piercing, quand ils vont dans un entretien, ils peuvent le retirer. Ou les papas qui me disent, chez moi, on ne se tatoue pas. Et quand ils se présentent, les deux bras sont tatoués et ils me disent, y a c'est pas pas de pareil, cohérence. c'était à l'époque de l'armée, mais c'est pas pareil de quoi en fait. Voilà. Enfin, moi, je suis quand même une maman assez évoluée de ce côté-là. Par exemple, mon fils, il voulait se percer les oreilles dès le collège. Moi, j'ai dit non, rentre au lycée. C'est vrai que c'était la règle familiale, puisque les neveux et nièces sont tous passés par moi pour se percer les oreilles. Rentre au lycée. Sauf que j'ai dit exactement la même phrase à mon fils. Rentre au lycée, on se perce les oreilles. Mais il a percé ses oreilles en 3e sans mon autorisation. Et ça, c'est par rapport au contexte particulier de la rébellion. Alors, mesdames, avant de continuer, je vous propose que l'on puisse rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre sur la page Instagram de Méli-Mélo, donc mélimelo.fwi. Donc, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je vous rappelle, abonnez-vous, d'accord? Activez la petite cloche. Et puis, n'hésitez pas à participer sur notre story en répondant aux questions et en partageant avec nous vos réactions. Et donc, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, je crois qu'on peut tout de suite embrayer sur la fameuse question, qu'est-ce qui pousse un adolescent à être rebelle? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Donc, entre autres, l'ado va rechercher sa propre identité, puisque, comme on disait, on a connu l'époque où c'était à la mode les ceintures taille haute, très serrées. Donc, toutes les jeunes filles voulaient s'habiller comme ça. Aujourd'hui, c'est une époque où c'est à la mode de faire des vanilles, des locks, etc. Donc, on aura beaucoup d'ados qui veulent aussi faire des locks. Et donc, l'ado veut se chercher. Sauf que avec le choc des générations, ah bon, tu veux faire ça? Mais tu es malade ou quoi? Tu veux aller à la rue? Tu veux être dans la rue? Alors que parfois, c'est simplement un style. Et c'est à ce moment-là où je parle de confiance. Dire à son ado, tu veux te percer pourquoi en fait? Mais parce que j'aime voir. Mais pourquoi tu aimes voir? Tu veux faire comme les autres? Tu veux t'intégrer? Et on aura souvent le discours du fais comme toi, tu as envie de faire, fais comme toi, arrête de suivre les autres. C'est ça. Eh bien d'accord, mais moi je veux en VR. Ah non. Non plus. Voilà. Donc du coup, c'est compliqué pour l'ado de trouver son identité. Voilà. Et d'ailleurs, cette espèce de recherche de ma propre identité, ça va quasiment de pair avec le rejet d'une valeur éducative. Parce qu'en réalité, le jeune, il construit son identité à partir de ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il a toujours connu. Alors, il y a bien évidemment sa personnalité et les choses qui lui sont intrinsèques, hein, qui sont bien propres à lui, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'il connaît. Mais il arrive des fois, on a toutes, en tant qu'adultes, hein, tous déjà un peu remarqué, mais chez Tati Intel ou même chez mes propres parents,
il y a des fonctionnements qui ne sont pas forcément en accord avec moi. Et ça arrive souvent lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on décide de s'installer, de créer sa propre famille. Donc, on va mixer l'éducation du monsieur et de la dame pour finalement choisir un modèle éducatif et chacun va récupérer chez ses parents ce qu'il a trouvé intéressant et se débarrasser de ce qu'il a trouvé moins intéressant. Ou pas. Ou pas. Puisqu'on entend aussi les parents dire ah non, moi, en tout cas, fait moi ça, donc moi, je fais ça aussi. Mais ça crée le même conflit finalement avec les adultes. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez ta maman. Et frère, on n'est pas chez... Ça peut aller vraiment sur des petites choses bêtes qui vont crescendo créer un gros problème. Oui. Cette histoire de, je sais pas moi, je veux absolument une cocotte pour faire ma viande. Mais non, on n'a pas besoin d'une cocotte. Oui, mais chez ma maman, on utilisait une cocotte. Mais chez ma maman, on n'utilisait pas de cocotte et ça fonctionnait très bien. Ne mets pas de cube, mets du cube. Tu as mis du cube, mais je n'aime pas le cube. Mais enfin, des petites choses comme ça. Ma maman ne faisait pas ça. Ma maman ne faisait pas ça. Et c'est souvent une phrase qui blesse dans les couples. C'est ma maman faisait, ma maman ne faisait pas ça. Eh bien, ce jeune-là, qui est dans sa recherche d'identité, il est déjà capable de regarder ses parents, d'analyser le fonctionnement de ses parents et de se dire je ne ferai jamais ça. Mais ça ne me plaît pas. Ou ça n'a aucun sens pour moi. Ou c'est le jeune aussi qui, sur son téléphone, a lu, je reprends l'exemple du lit, qu'il ne faut pas trop faire son lit parce que quand on secoue les draps le matin, on soulève toutes les bactéries et les peaux mortes et les ceci et les cela directement de le nez très tôt le matin et que ça rend malade. Et face aux parents qui lui disent mais tu ne peux pas partir de chez toi sans faire ton lit, il est à la limite de se dire mais ma maman est ignore en fait. Elle n'est pas au courant. Et on a aussi le cas des parents qui sont super froissés, super vexés quand les ados leur envoient par message, j'ai trouvé tel article qui parle de ça, pour justifier le fait, pour finalement s'exprimer, parce que face à l'argument d'autorité, il n'avait pas droit à la parole. Mais mon fils, effectivement, me dit assez régulièrement, je ne vais jamais éduquer mes enfants comme toi. Parce qu'il y a des choses dans mon mode éducatif qui dérangent, certainement. Mais après, en face de moi, je me dis, ben, il y a mon garçon en face, c'est mon enfant. Forcément, il ne va pas me dire, maman, je valide la façon que tu m'éduques, je valide le fait que tu me dises, non, 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 à 19h, il faut que tu sois rentrée. Donc, à la limite, je me dis que c'est normal. Moi, je réponds, j'ai hâte de voir tes enfants, j'ai hâte de te voir en mode papa. Je ne demande, après, je suis pas pressée, mais je réponds tout de suite, j'ai hâte de te voir. J'ai dit, je demande au Seigneur la vie pour te voir quand tu seras papa et je serai là pour te rappeler, non, 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 tu ne dois pas le faire puisque, rappelle-toi, tu me l'avais dit. Donc, c'est vrai qu'on rigole des fois de ce genre de situation. Heureusement. Puisque même dans les conflits, effectivement, je veux rappeler aux parents que même si j'ai un ado difficile, on a aussi des moments formidables. Hein, donc, c'est vrai qu'on partage, c'est vrai que la négation prend souvent le dessus parce que c'est compliqué, ce sont les émotions. Mais effectivement, ça m'est arrivé aussi de dire à mon fils, ben, dans ma famille, il n'y a jamais eu ça. Alors que je suis en train de créer ma propre famille. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas forcément une phrase à dire à mon fils, puisque c'était dans ma famille à moi avec ma mère. Exactement. Et aujourd'hui, c'est ma famille à moi, c'est mon fils, c'est la famille que moi, je suis en train de créer. Exactement. Donc, je ne peux pas reproduire ce que ma mère a produit, parce que c'était sa famille, elle faisait comme elle l'entendait, à une autre époque. C'était sa propre famille qu'elle était en train de créer. Et moi, j'ai créé ma famille à mon fils. Donc, effectivement, aujourd'hui, je reconnais que cette phrase, j'aurais pas dû l'utiliser. Et voilà, je le dis aux parents pour qu'ils entendent qu'il faut dire aussi, je reconnais que je n'aurais pas dû utiliser cette phrase. Très important, parce que c'est difficile pour le parent martiniquais de dire, bon allez, je me suis trompée. Voilà. Ben, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois à dire à mon fils, je suis désolée, je m'excuse, j'ai sûrement mal fait. Donc, j'ai fait avec les moyens que j'avais. J'ai fait avec je lui explique au fait. Et ça ne t'enlève en rien ta place. Ça ne t'enlève en rien ton autorité, ta légitimité et la place que tu occupes dans sa vie. Et c'est très bien de pouvoir se dire que tu as été capable de pouvoir dire excuse-moi sans pour autant perdre ta place et perdre ton autorité et perdre ta légitimité. C'est très bien. Et je reviens dessus parce que les parents nous regardent pour dire qu'effectivement la peur a totalement modifié mon mode éducatif. Ça, on l'a dit tout à l'heure, et j'insiste à le dire, la peur a modifié et l'absence de femme, au fait. Je n'étais plus femme, je n'étais que maman. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Il faut être maman et femme, au fait. J'avais pas de vie de femme. Mon fils m'a vue que comme maman, que celle qu'il a tout le temps, que pour lui. Et à son service. À son service. Et ça, c'est vrai que déconstruire ça, c'est compliqué. Ouais.
Alors, on continue hein, sur les raisons qui poussent un ado à être rebelle. On a aussi la question du changement physique et psychologique. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on ne l'aborde pas beaucoup. Bon, elle n'est pas connue non plus. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il faut savoir que la région, la zone du cerveau qui permet de gérer ses émotions et qui permet aussi de se canaliser par rapport à une situation difficile n'est pas encore bien formée chez l'adolescent. Il n'y a pas encore toutes les infos. Voilà. Il n'a pas encore surtout tous les moyens de gérer les infos, en fait. Oui, il n'a pas encore toutes les infos de... Voilà, il peut Tiens, pas je peux faire ça, voilà, c'est ça. Ni se canaliser, en fait. Il a un cerveau qui est bien moins mature Et puis que celui de impulsif. l'adulte. Voilà. Il ne gère pas son impulsivité. Il ne gère pas forcément non plus ses frustrations, finalement. Et donc, du coup, il aborde le même problème que le parent qui est déjà plus mature, plus serein, plus expérimenté, mais aussi plus formé physiquement et physiologiquement, peut gérer avec sérénité. Ce même problème-là, il est carrément explosif pour un ado. Donc, il n'aura pas cette même sagesse de pouvoir parler dans le calme, cette même sagesse de pouvoir aborder le sujet sans le percevoir comme étant trop grave. Et puis, c'est sa réalité du moment. Parce que l'adulte, il a tendance, on l'entend souvent, l'adulte qui aura tendance à minimiser les problèmes du jeune. Je voulais en parler, justement. Je te... Te laisse embrayer, ouais. Alors, on a souvent... Enfin, pas moi, hein. Les personnes ont souvent tendance à minimiser les problèmes des jeunes parce qu'on ne se rend pas compte que plus on avance dans le temps, on n'a pas conscience à quel point c'est difficile pour un adolescent à l'école. Et le jeune, il est dans un stress perpétuel. Je réalise, en fait, quand il me parle, qu'ils ont un stress de coiffure. Ils ont un stress de la dernière boucle d'oreille pas à la mode. Ils ont un stress, malgré il y a un uniforme, hein, mais la manière de porter l'uniforme, si c'est rentré dans le jean d'un seul côté, pas d'un seul côté. Le jean que tu as sur toi, il faut que ce soit le même jean à la mode. À notre époque, c'était le jean à Fort-de-France. Il fallait avoir ce jean patte d'éléphant là. Si tu n'avais pas ça, ne viens pas à l'école. On va se moquer de toi. Et donc, le jeune a ça toute la journée. Ton sac est trop gros, trop petit. Oh, c'est quoi ce sac-là? Il y a ce stress-là toute la journée. Ensuite, il y a le stress dans le bus. Tu as besoin de trébucher. Si tu trébuches, tu es là pour toute l'année. Et la fille qui a failli tomber dans le bus, mais si c'est elle. Et donc, en entrant à la maison, ça devrait être un espace où c'est bon, je ne pense plus à l'école. Et il y a le parent qui vient... Ah, tu rentres de l'école la folle, il faut ton travail, et puis en plus, il faut que tu laves aussi la vaisselle. Bah oui, il faut que tu participes, hein, parce que c'est ça, quand tu seras adulte, tu verras que c'est ça la vie d'adulte. Et puis quand c'était à mon époque... Et à mon époque, avec ma maman m'envoyait prendre l'eau. Nos parents avaient toujours, on doit aller prendre de l'eau, d'après eux. Non, mais c'est très vrai, en fait. C'est très vrai. Travailler au contact des adolescents nous révèle de ces choses. On n'imagine pas, mais ils ont des problématiques. J'ai envie de dire que, et c'est pourquoi je suis très attachée à cette citation qui dit qu'ils sont davantage des enfants de leur époque. Ils ont des problématiques que nous n'avons pas connues. Ils ont ces problématiques de l'influence aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en 3e, il n'y avait pas Instagram. J'avais un téléphone écran couleur. Je pensais que c'était écran couleur, c'était vendu comme ça. C'était pas écran couleur, en fait. Aujourd'hui, ils ont Instagram, ils ont TikTok. Non, il n'y a même plus Facebook. Hein. Il n'y a plus Facebook pour eux. Ouais, c'est notre génération. Voilà. Eux, ils sont plus sur ça. Voilà, il faut aller vite, il faut être dessus. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que je suis... Voilà, on regarde, même au niveau... Je vais parler des jeunes filles, des adolescentes. Moi, quand je les regarde, je regarde leur style, leur maquillage. C'est notre style. Voilà. Leurs sourcils. Elles ont des problématiques de femmes. Elles ont des problématiques de femmes de 18, 25 ans. Et ces jeunes-là, on les éduque comme si elles avaient 14 ans. Donc c'est aussi compliqué pour elles. Elles ont des problématiques que nous n'avons pas connues. Alors on voit quand effectivement il y a ce côté, parce que j'imagine qu'il y a des personnes de 2000 qui ont des enfants de 2000. Mais quand c'est des parents de 1900 qui ont des enfants de 2000, c'est compliqué. On se porte bien. Voilà. Moi, je sais que mon fils était complètement en panique. Il a été précoce, donc pré-ado, en souffrance.
Mais le problème qu'il y a, c'est que j'étais encore plus en souffrance que mon fils. J'étais paniquée parce qu'il a eu des poils très tôt sous le bras. J'ai dû lui donner son premier déo, il avait 7 ans. Donc c'est très tôt pour un garçon. Il avait plein de poils sur les jambes, donc il voulait pas aller au sport avec plein de poils sur les jambes, alors qu'aucun des copains n'a de poils sur les jambes. Donc il est en panique. Le problème qu'il y a, c'est que la maman que j'étais à l'époque n'a pas su gérer ça. Parce que j'étais que malheureuse, au fait. C'est ça. Donc, effectivement, l'attente qu'il avait de sa maman, il n'a pas forcément eu à ce moment-là, parce que j'étais une maman trop fragile à ce moment-là pour pouvoir dire à mon fils, mais non, gère comme ça, t'inquiète. Non, je ne l'ai pas suffisamment rassuré. Il me voyait triste, même si j'essayais de le rassurer, mais bon, les enfants perçoivent les émotions des parents. Donc, même si j'avais des mots rassurants, mais je crois qu'émotionnellement, il a vu que j'étais triste, j'étais paniquée pour lui. Exactement. Parce que je le sentais tellement malheureux, donc il fallait qu'il se rase. Il se rasait les jambes tous les 2 jours. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut aussi travailler au niveau des parents. C'est-à-dire vraiment les réconforter, les mettre à l'aise et puis déconstruire avec eux cette fausse croyance en fait de la parentalité parfaite. Parce qu'en abaissant ce niveau de stress-là, voilà. Ben on s'octroie un peu plus le loisir d'être dans une relation, je dirais, normale, saine avec son jeune. Alors, on va quand même avancer parce que le temps va nous faire défaut, surtout qu'on aura les questions. C'est ça. Donc, on va juste énoncer l'autre raison fondamentale qui pousse l'ado à être rebelle et pourquoi pas leur faire part des fameux 3C qu'on a retenus. Oui, mais Nathalie, j'ai envie de laisser ça pour D'accord. Tout à l'heure. Parfait. Alors, le dernier élément qui nous est vraiment remonté, pourquoi l'ado est-il rebelle? C'est par rapport au manque de moyens pour s'exprimer et gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'un ado qui parle, souvent, on a connu ça, sort de la société adultes qui parlent. Ne te regarde pas, tu es trop petit. Voilà, tu boudes, sors de là, on va en parler après. Mes problèmes ne sont pas les tiens, etc., etc. C'est vrai que ça rentre dans le cadre de la surprotection et on se contente de leur permettre de s'exprimer uniquement sur ce qu'on estime être de l'ordre de l'enfant et de l'adolescent. Mais lorsqu'un enfant vit dans une famille très soudée avec tonton, tati, un tel, et qu'il n'a pas le droit de participer à un débat de famille, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il va prendre du chemin avec les cousins. Et c'est ce qu'on a vu. Hein. Les adultes sont entre eux et les ados sont des apartis. Intéressés à venir voir. Ils sont vraiment hors du système familial. Mais en réalité, ils sont sortis du système. On les a chassés du système. Quid? Alors moi, mon fils n'est ni sorti ni chassé. Il est le seul ado de la famille, au fait. Donc c'est un peu plus compliqué. Aussi. Chez moi, puisqu'il n'y a pas d'enfants de son âge. Donc c'est vrai qu'il est entouré d'adultes, il n'a pas d'autres jeunes avec qui partager. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une situation familiale un peu particulière. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Bien sûr, il y a des situations particulières, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de dire que ce qu'on dit là, ça concerne toutes les familles qui ont un ado rebelle. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça revient à ce qu'on disait, hein, le fait d'avoir été le seul ado, il a eu peu d'espace pour forcément s'exprimer comme il le voudrait ou comme il estime qu'il pourrait être compris, en fait. Et je pense que j'ai dû me retrouver dans la situation où c'est le seul ado, où je me retrouve, par exemple, dans ma famille avec mes soeurs, mes tantes, à lui dire, ben non, c'est pas une discussion pour toi, puisqu'il est le seul à avoir cet âge-là et on n'est que des adultes en train de parler. Et effectivement, ce sentiment de rejet, il a dû le vivre sans que personne ne se rende compte, puisqu'il était le seul. Et en plus, il n'avait même pas de tampon derrière. Voilà. Exactement. Voilà. C'est ça. On attaque la boîte à questions. Évidemment. Donc, on va s'armer de nos questions, parce qu'on on en a eu pas mal. Alors, le temps pour moi de les récupérer. Parfait. Alors, vas-y. Ok. Donc, on a Joe le Croco qui nous dit, alors, effectivement, on a des surnoms fantastiques. Alors, on a Joe le Croco qui nous dit, à partir de quel moment on dit qu'un ado est rebelle, c'est quoi les signes? Et on y a déjà répondu au début. C'est-à-dire que ça dépend de la perception de chaque parent. Voilà. Puisque pour un parent, ça peut être mon ado est rebelle, elle veut mettre des perles.
Voilà. En Pour fait, c'est à l'autre partir du parent, moment où il ne respecte pas voilà, les règles. voilà. Pour notre parent, ça peut être mon ado est rebelle, il a été volé un truc au supermarché. Voilà, c'est Donc, ça. ça dépend. C'est à partir du moment où ça ne rentre pas dans le cadre du parent. Familial, voilà. Comme du je parent. disais, mon ado Voilà. est rebelle, il me contredit. Voilà, Aussi, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Donc, en fait, la rébellion prend différentes formes. Voilà. Alors, moi, il y a juste une petite chose qui m'interpelle un peu dans cette question, c'est le c'est quoi les signes. Je trouve que ça fait un peu pathologie. Je trouve. C'est ce que ça m'inspire. Et donc, je veux juste te dire que la rébellion est une problématique en termes de relation, mais ce n'est pas une maladie. C'est clair. Un enfant rebelle, un adolescent rebelle n'a pas nécessairement un problème psychologique. Ok. Nous avons Morena LT. Non. Alors, pour comprendre la réponse, on a posé la question sur notre page Instagram melimelo.fwi. Mon ado est rebelle, est-ce contre moi? Donc, elle répond non, ce n'est pas contre toi, c'est une étape à traverser durant laquelle ton ado se cherche, se découvre et généralement, c'est pas facile pour lui de faire face à ces changements. C'est aussi très vrai. Oui. C'est aussi très vrai. Voilà. C'est aussi très vrai. Et puis les changements vont loin. Hein. On est sur des changements hormonaux aussi. Ah On oui. est sur les changements de sensations avec soi-même. C'est-à-dire que je suis traitée comme une petite fille alors que j'ai déjà mes premiers émois. Je me sens déjà prête à séduire, mais on m'oblige à porter une brassière. Et parce que je veux porter un soutien-gorge, Je suis eh bien, rebelle. tout de suite, je suis rebelle. Je suis femme chaud, comme on aime dire. Alors qu'au fond, c'était peut-être pas ça, mais c'était peut-être juste l'écoute de mon propre corps et de mes propres sensations, etc., etc. Des exemples, on peut en trouver. Hein. On peut en trouver, mais C'est ça. c'est vraiment lié aussi au changement physique et psychologique chez la jeune. Et puis aussi, je veux aussi dire qu'on a tendance à, on l'a déjà dit, à minimiser les ressentis des adolescents parce qu'ils sont entre deux feux. C'est pas un enfant, mais c'est pas un adulte. Voilà. Ils sont quoi? Et en fait, c'est comme nous. C'est comme si là maintenant, nous adultes, et puis en plus, on est adulte à partir de 18 ans. Et qu'est-ce alors la veille, je suis toujours un ado et le lendemain, je suis un adulte, je prends mes décisions. Pour moi, c'est qu'il fallait mettre un texte de loi sur ça. Mais en réalité, il faut écouter son ado. L'ado qui va demander un soutien-gorge, c'est parce qu'elle en ressent le besoin. Lui expliquer, tu sais, tu vas mettre ça, c'est vrai que ce sera différent, etc. Mais lui expliquer, mais au moins si elle a posé la question, c'est qu'elle se sent prête. Il y a des adolescentes qui ont déjà des seins, mais qui ne sont pas encore prêtes, qui portent leur brassière jusqu'à la troisième. Je pense aussi que les parents, au fait, c'est aussi difficile et des fois, ça peut être un choc. Oui. Pour le parent, d'entendre que son enfant a besoin de porter un soutien. Moi, mon fils, quand il m'a demandé un rasoir, je dis, mais il me raconte quoi, là? Il me demande un rasoir. C'est ça. Alors Voilà, c'est que, ça. effectivement, il en a besoin puisqu'il a de la barbe. Mais moi, je le vois pas comme ça. Je me dis, mais il me demande un rasoir. Ben oui. C'est un homme qui demande ce sont les hommes qui utilisent Voilà, les il y a le rasoirs. choc, il y a le Donc, choc. c'est compliqué dans les deux sens, au fait. Voilà, Oui, c'est compliqué ça. dans les deux sens. Mais comme c'est l'adulte, Qui gère. on doit s'armer des armes nécessaires pour accompagner nos enfants jusqu'à sort de chez moi, là, maintenant. Ouais. Tu Vraiment, es je déjà, suis- OK. Voilà, et je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui m'avait marqué. Puis-je être l'ami de mon enfant? C'est-à-dire que quand je Ça avait choqué des mamans, Oui, hein. voilà, ça avait vraiment bouleversé des mamans qui m'ont dit, mais hors de question, je ne serai jamais l'ami de mon enfant. Alors, on n'est pas en train de dire... on connaît tous la petite phrase qui dit « Dis maman, il m'a pas camarade ». On n'est pas en train de dire que tu feras n'importe quoi avec moi, comme si j'étais ta petite copine ou que tu me parleras n'importe comment. Mais j'ai envie de dire que même entre petites copines, on se doit du respect. Du respect, c'est ça. Donc en fait, C'est la notion importante. voilà, tout est dans le respect et dans la compréhension. Autant il est important que ton enfant sache que oui, je suis ta mère, mais je suis aussi une personne avec des envies particulières qui m'appartiennent et qui ne te regardent pas, parce que nous sommes deux entités séparées. C'est ça. Voilà, nous sommes deux entités. Alors, ça prend du temps, la séparation, mais il arrive un moment, malgré les connexions, les liens, etc., qui existent, nous sommes deux entités séparées. Et aussi bien pour le jeune, il faut qu'il comprenne que ma mère n'est pas à ma disposition, que je ne vis pas à travers elle et que je suis indépendant physiquement, mais aussi il faut que le parent le comprenne, que cet être que j'éduque, certes, je l'éduque pour lui,
pour moi aussi, finalement, puisque j'ai choisi d'avoir cet enfant ou pas, hein, mais en général, je l'éduque pour moi, mais il n'est pas là pour répondre à mon projet. Il est là pour exister en tant que tel. Et c'est ça qui est compliqué, parce Voilà. qu'aujourd'hui, moi, je reconnais que quand moi j'ai eu mon enfant, pour moi, tout le bonheur du monde, je l'aurais. C'est mon enfant qui me le procure. Voilà. Sauf que Alors non. qu'en réalité, non. Sauf que non. Je le dis aussi au Ce couple. n'est pas son rôle. Voilà. Son rôle n'est pas de te rendre heureuse. Voilà. On ne met alors pas que- son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça. Enfants, parents, enseignants, thérapeutes. On accompagne, mais Voilà, c'est ça. Alors, on a Stevie qui nous dit « Vous n'avez pas remarqué qu'il y a moins d'enfants rebelles en Martinique qu'en France? Nous pas besoin de Super Nanny, nous pas besoin de Pascal le grand frère. » Qu'en pensez-vous? c'est un discours que je trouve totalement inapproprié. Non, trêve de rigolade. Je trouve que j'ai déjà entendu ça, ce Oui. discours-là. Ah, vous voyez, tu as la caille nous qui montré. En termes de proportion, les amis, il y a bien plus de délinquance aux Antilles Voilà. qu'en France finalement. C'est-à-dire que si on les compte 1 à 1, 2, 3, il y aura moins, nous sommes moins. Voilà. Mais en termes de proportion, Au Poitou, oui. il y a un vagabond dans chaque commune. Voilà. Et dans chaque famille. Dans chaque famille. J'ai envie de dire. Il y a un rebelle. Voilà. Dans Donc, chaque famille. et puis ce n'est pas médiatisé. Il n'y a pas Pascal le grand frère ici, ni Super Nanny. Voilà, C'est c'est pas ça. médiatisé. Et puis on n'a pas les mêmes problèmes qu'en Hexagone. Il faut aussi qu'on arrête de se comparer. C'est-à-dire que leurs blessures ne sont pas nos blessures. Nos enfants ont des blessures Exactement. différentes. Donc, et puis, nos enfants ont moins d'espace puisque le parent dit et l'enfant fait. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de ça ici, Super Nanny et Pascal le grand frère, mais on a des enfants traumatisés. J'ai peur de ma maman est toxique, mon papa est toxique, etc. Parce Voilà, parce c'est que ça. Mais il n'y a pas Pascal le grand frère, c'est ça, justement. c'est Mais ça. il n'y avait pas Pascal le grand frère, il n'y avait pas Super Nanny, mais il y avait le grand cousin. Oui, qui terrorisait les l'oncle, enfants. Le Oui. grand-père. On envoyait toujours un enfant chez quelqu'un parce que le parent n'y arrivait pas. Qui Dans toutes terrorisait les l'enfant. familles, il y a eu ça. Oui, Mais voilà, c'est ça que je suis en train de ça. dire. voilà. Je suis en train de dire qu'ici, on n'a pas Pascal le grand frère qui accompagne l'enfant à aller mieux. On avait le grand tonton qui terrorise l'enfant. Voilà, c'est et ça, quand en il fait. est terrorisé, il est traumatisé. Donc, en fait, c'était pour répondre, pour dire qu'en Martinique, on n'a pas de personnes aussi compliquées ou de voyous comme en métropole, mais on envoyait ces enfants-là que les parents ne pouvaient En pas. fait, voilà, j'ai compris les deux réponses. Voilà. C'est-à-dire que tu dis que non, faux. En fait, on n'a pas besoin de Pascal le grand frère. C'est complètement faux parce qu'on en a eu quasiment un dans chaque famille. Voilà, a c'est toujours ça. existé. Effectivement. Et Amar ajoute qu'effectivement, non seulement il y en a eu dans chaque famille, mais en plus, est-ce que la démarche était réellement éducative ou plutôt terroriste? Parce qu'effectivement, quand on entend le discours, moi je prends le cas de mes parents, quand j'écoute certains discours de ce qui se faisait avant, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'avaient pas droit à la parole. J'ai vraiment l'impression que tonton Intel, enfin, il y avait encore le Martinet qui était pas loin. Oui. Le parent n'avait pas le temps de rigoler, en fait. C'est-à-dire, d'ailleurs, il le disait. Je vais prendre cet exemple-là et après on enchaîne. Cette histoire du regard. Moi, je suis une enfant qui a connu le regard meurtrier. C'est-à-dire que ma maman me regardait pour me dire de me taire. J'ai beau essayer ça avec mon fils, ça n'a pas qu'à mâcher. Moi non plus. Ça n'a pas qu'à mâcher. Bienvenue au club des regards qui ne marchent pas. Voilà, ça n'a pas qu'à mâcher. Mais en fait, en soi, on peut se demander. Le regard est mort en fait. Mais non, Je suis le au regard est téléphone, mort. je fais à ma fille. Ça Elle ne me fait. fonctionne plus. Écoute, tu sais, tranquille. Voilà. Je vais pas Moi, regarder. mon fils m'avait dit la première fois que je l'ai regardé avec le même regard qui me faisait pleurer, il m'a dit quoi, t'as un problème, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une poussière dans l'œil? Il m'a demandé si J'ai un j'avais un glaucome. problème et ce regard me faisait pleurer. Voilà. c'est Quand ma mère me regardait comme ça, il y avait Bon, moi, les j'ai pas larmes connu le regard. les larmes qui coulaient parce que Les c'était larmes. équivalent à une fessée. Et Ouais, alors, regarde, là. mais du coup, je me pose aussi la question, en quoi est-ce nécessaire? C'est-à-dire que... Ça terrorise l'enfant. Voilà. C'est-à-dire que d'un point de vue logistique, organisation, c'était génial comme outil pour eux. Au nos loin. parents. Au loin, ils pouvaient nous faire noter. Hein. Au loin, on pouvait être... voilà. Je Mais suis en quoi- mitigée. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui faisaient pas le regard, qui frappaient. Moi, je dis que ma mère, moi, j'ai jamais eu pris de fessée de ma vie. Quelle chance. Je n'ai jamais pris de fessée. Donc, je peux pas dire que ce regard, en fait, ce regard, c'était stop. Tu vas pas plus loin. Et moi, c'était tellement sévère pour moi. Donc, c'était équivalent à une fessée. Donc, je pleurais. J'ai deux grandes sœurs, elles ont pris la fessée.
Moi, en tant qu'enfant très obéissante, c'est peut-être pour ça là, où c'est très compliqué pour mon fils, parce que j'ai toujours été extrêmement obéissante. Le regard de maman, c'était suffisant. Stop, tu t'arrêtes. Et tu pleurais déjà. Je pleurais. Juste pas avec moi. son regard, les larmes J'étais un peu coulaient. rebelle. Ça veut dire que j'étais Je vous consciente précise. que j'avais fait une grosse bêtise, au fait. C'était juste ça. Donc, ça a plusieurs interprétations. Alors, tu as dit j'étais un petit peu rebelle, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'un regard ne marche pas, je suis forcément rebelle? Non, alors, Tu vois? j'étais rebelle dans les yeux de mes parents. Voilà. Mais moi, je ne me considère pas comme rebelle. Hein. Ok. J'étais rebelle pour eux, selon leur échelle de rebelle attitude. Alors, Donc, nous avons Jess de l'Éternel. L'éducation est la clé. Mieux un jeune est éduqué et moins il a des chances d'être rebelle. Bon, ben, on l'a vu là, c'est voilà. pas vrai. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on peut éduquer, qu'est-ce qu'on entend par éduquer, donner les règles de base, comme par exemple savoir s'exprimer, savoir qu'on coupe la viande avec le couteau. Avoir les à règles de gauche, voilà. bienséance. Voilà. Mais le jeune a ses propres blessures aussi qui font qu'à un moment, il a envie de se faire... Je dis remarquer, je ne parle pas attirer l'attention comme quelqu'un manque d'attention, mais il a envie de pointer le doigt sur « ça me plaît pas ce que tu me fais » et comme tu n'entends pas, je vais te montrer que je fais ça. Et je veux aussi parler des avant-gardistes. J'ai l'exemple d'un monsieur dont je tirais le nom, qui a porté les locks à une période où c'était très, très, très mal vu. Très, très, très mal vu. Aujourd'hui, près de 30 ans après, il a encore ses locks au milieu de toute une génération qui porte ses locks. Donc, il était vu comme un rebelle de première, alors qu'aujourd'hui, j'ai des jeunes de 4e, 3e qui me disent, je vais faire des locks coiffure protectrice, en fait. Finalement. C'est-à-dire que c'est même plus le côté Rastafari, Aïtal local sans viande végétale. C'est plus ça. C'est vraiment, je vais faire une coiffure protectrice. Donc, en fait, ce monsieur, 30 ans avant, il était avant-gardiste sur une acceptation sociale que les gens ne pouvaient pas comprendre aujourd'hui. Et c'est aussi en ce sens que certaines personnes qualifiées de rebelles ne se considèrent pas comme étant rebelles. Pas du tout. On enchaîne parce que du coup, le temps nous fait défaut. Oui. Alors, Lovely Manta, qui nous dit « J'ai été une ado rebelle et je peux vous dire que ce sont toutes les règles inutiles qui m'ont éloignée de ma famille. Je veux bien rentrer dans le cadre, mais certainement pas dans le moule. » On est ensemble, Lovely. Qu'est-ce que tu en penses, Christy? Ben, après ces années d'expérience de haut, de bas, moi je suis d'accord. Mais comme on disait tout à l'heure, tout est possible quand il y a le respect. On peut tout faire quand on se respecte mutuellement. C'est tout. C'est vrai. Moi, je me dis que mon fils va me dire demain, maman, écoute, je veux que tu... C'est vrai que mon fils m'avait dit, j'aurais aimé que tu arrives à la maison et que tu jettes tes chaussures comme ça n'importe où dans la salle. Oui. Quand tu arrives, je lui dis, moi, c'est pas possible, c'est pas moi. Ok. Mon fils faisait une projection d'une maman tellement cool que quand elle rentre chez elle, elle enlève ses chaussures en lançant. Au fait, si ça tombe derrière la télé, c'est génial. Sauf que je lui ai dit, je suis pas comme ça, donc c'est pas possible que je sois à cette image-là. Mais aujourd'hui, mon fils, on va discuter. Il a 16 ans et demi, il n'a pas 12 ans. Si on se respecte dans nos différentes décisions, ça peut changer. Donc, je suis d'accord avec... Qu'il aille jeter ses chaussures dans sa chambre. Exactement. Voilà. Dans la chambre dans de son l'ado, espace. tout est Dans possible. son espace. Dans son espace, Dans tout son est possible. espace. Mais dans mon espace, il y a mes Dans l'espace propres commun, règles. en Voilà. tout cas. L'espace Voilà. commun, on a des règles communes et dans nos C'est ça. espaces personnels, on fait ça qu'on fait. Et puis, il faut vraiment marquer le fait qu'il y a une différence entre rentrer dans le cadre et rentrer dans le moule. Je peux m'adapter, mais pas forcément changer qui je suis. C'est important. Donc, on a Mali 972. Tu penses que c'est Mali? Mais si ce n'est pas contre moi, c'est contre qui? Donc, en fait, elle demande si ce n'est Voilà. pas contre moi que l'ado est rebelle, c'est contre qui? C'est contre qui? Alors moi, j'ai envie de dire que des fois, l'ado vide son sac sur la personne la plus appropriée, qui est sa maman, celle qui lui donne beaucoup d'amour, celle qui sait qu'il aime. Donc il se dit, bon, ben, forcément, elle va accueillir mon mal-être. Il ne va pas aller vider son sac sur quelqu'un dans la rue, sauf si c'est un adulte. Exactement. Donc je pense que mon fils vide son sac sur moi parce qu'il n'y a pas que moi dans son adolescence qui fait que son mal-être. Moi, j'ai quand même précisé en début d'émission que j'étais monoparentale, donc je l'élève seule. Voilà. Donc cette absence peut faire aussi que mon fils, dans ce mal-être-là, ce manque,
puisse vider son sac aussi sur moi de ce manque-là. Exactement. Donc, je suppose, pour l'instant, C'est très il est bien ce que fermé tu dis. dessus. On essaie d'en parler. Je sais qu'il en souffre. Donc, forcément, je pense qu'il vide une partie de sa colère et de sa tristesse sur sa maman. Comme les enfants, encore une fois, comme les tout petits. C'est-à-dire qu'on a souvent la phrase « Ah, tu n'étais pas là, l'enfant n'était pas agité comme ça. » Mais c'est parce que quand tu es là, il a un tampon et il peut être lui, en fait. Il peut Voilà, il peut déverser être sa lui-même. colère. Voilà. Mais- il peut être lui-même sans être rejeté. Alors que quand il n'est pas avec ses parents, le très jeune enfant, eh ben, il va se contenir. Parce qu'il faut qu'il s'assure de ne pas être rejeté. Alors que quand il est avec ses parents, eh ben, il est lui-même à 200%. Voilà. Que cela plaise ou pas. mais- Et l'adolescent, il fait ça aussi. Voilà, sauf que la différence qu'il y a, c'est que quand on a un bébé qui pleure, on va le réconforter. On lui demande pas pourquoi tu pleures, on le réconforte. On veut juste qu'il soit réconforté. Quand on a un ado en crise, ben, quand il fait une crise, on le prend pas dans ses bras en disant ça va aller. On lui dit d'abord qu'est-ce qui t'arrive. Il a d'abord un rejet parce qu'on comprend pas qu'il puisse être aussi en colère contre quelqu'un qu'il aime, au fait, quelqu'un qui est là tout le temps. On se rend compte après. Et ça fait encore une blessure supplémentaire pour cet ado qui a besoin de vider son sac. Il a peut-être juste besoin qu'on le prenne dans les bras, c'est tout. C'est ça. Alors, du coup, on enchaîne. Oui. D'accord. Donc, Jocelyn. Jocelyn, qui nous dit « Encore une question pour dédouaner cette jeunesse qui va de mal en pire. Et les parents dans tout ça. Et les parents qui font de leur mieux et qui, malgré tout, ont des enfants rebelles. » Ben, c'est tout le contenu de l'émission, effectivement. Hein. On n'essaie pas de dédouaner la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir compris, ça commence un peu à arriver aux Antilles, qu'il y a une psychologie qui va derrière, qu'il y a des faits qui vont derrière, que c'est pas forcément cet enfant-là est perdu puisque ses parents l'ont pas éduqué. Ça n'a aucun rapport aujourd'hui, on le sait, c'est avéré. Donc effectivement, oui. Moi, je suis contente qu'il pose cette question-là parce que ça nous permet aussi de rappeler l'objectif de Méli-Mélo. Au-delà de démêler le vrai du faux, nous, on veut casser les tabous, on veut ouvrir les potentialités, on veut ouvrir les possibilités, les champs des possibles, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on aborde une thématique, parce qu'avant, on avait cette facilité d'enterrer les choses. Les gens ne pleuraient pas publiquement. Les gens ne racontaient pas, les mamans ne racontaient pas leurs souffrances et leur expérience de femme à leurs enfants, à leurs filles, pour les préparer. Si maman, ouais, la vie qui montre que pas parler trop fort, il y a une affaire de parler trop, c'est ouvert, livre, écrit en livre. Trop parole, c'est écrit en Bible, en bagage comme ça. En fait, beaucoup d'expressions de chez nous ont enterré les choses. On n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de dire ça me fait mal. On n'a pas le droit de dire. On va pleurer. Voilà. Et il y avait même une phrase, alors, je sais qu'elle le disait avec beaucoup de bienveillance, mais il y avait une phrase que ma grand-mère disait, ne pleure pas, c'est ta force qui s'en va. Et elle s'est construite, elle a lutté, elle a fait de son mieux avec cette idée-là, alors qu'elle avait le droit de pleurer. Et aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui dit, il y a un problème, ça va pas, etc., à la limite, rester tranquille, c'est un grand remède. Sauf que non, en fait. Donc non, on n'est pas en train de chercher à dédouaner les adolescents. On est en train de chercher des solutions. Et comme ce qu'on disait dans l'émission sur l'éducation à la sexualité, si on ne le fait pas, ils le feront eux-mêmes. Et pas forcément bien. Voilà, ils le feront eux-mêmes avec des moyens et un niveau de connaissance qui n'est pas aussi pointu que ce que les parents peuvent apporter à leurs enfants. Et donc forcément, on ne fait qu'accélérer la dérive. Ils ont Instagram, ils ont TikTok, ils ont Twitter, ils ont la télé, ils ont tous les moyens pour pouvoir trouver des réponses et pas forcément les bonnes. Exact. Mais moi, je suis là pas pour dédouaner mon garçon, hein, donc je partage mon expérience justement, c'est pour pouvoir permettre à d'autres personnes comme moi de comprendre ce qui se passe avec ma propre expérience et puis à d'autres ados aussi de comprendre ce que je vis. Et peut-être que mon fils demain, on pourra en discuter avec d'autres copains ou même avec vous. Plus facilement puisqu'il a entendu ma version des choses, mon ressenti différemment que on est entre quatre yeux en train de se parler. Donc c'est différent, donc les ressentis sont différents. Donc l'émission ne sert pas qu'à dédouaner parce que moi je suis là en tant que maman en souffrance au fait avec un ado rebelle. Hein. Je suis pas là en tant que maman en disant non, mon fils a raison, au contraire. Oui, je cherche aussi des solutions. Exactement. Donc Pedro Pedra,
On nous dira que c'est un genre de maladie mentale. Ils sont rebelles parce qu'ils sont en souffrance, parce que leur cerveau n'est pas en place. Bon, je crois qu'on a déjà répondu Oui, voilà, à on cette va pas question. s'éterniser, effectivement. Voilà, on c'est sent bien que, ça. avec tout le respect qu'on doit à toutes les pensées, parce que finalement, on est là pour accueillir aussi tous les points de vue, mais effectivement, non, on l'a dit, et c'est prouvé scientifiquement que leur cerveau n'est effectivement pas en place. Pedra. Pas totalement, en tout cas. Voilà, pas tout à fait, pas totalement. Il y a encore du travail à faire, ils ont besoin de ce temps-là. Et non, ce n'est pas non plus une maladie. Et quand on parlait de la ligne rouge, c'est exactement ça. La ligne rouge, tu es en danger, n'y va pas, ils iront. Et je vais plus loin par rapport à cette question de maladie. J'ai presque envie de dire que c'est même signe de santé mentale. C'est-à-dire que le jeune à qui on répète toute la journée, essaie de penser, essaie de réfléchir, qui fait des problèmes de maths, des énigmes, des logigrammes, mais si, mais selon toi, des déductions, et puis tout dans le même élan lui demande soit un béni ouin, tu dis oui, tu obéis, tu suis. C'est quoi l'expression? Soit béni ouin. Wow, tu sais que j'aime les mots comme ça. Oui, béni ouin, c'est-à-dire que tu dis oui à tout. D'accord? Gauche, oui, droite, oui. Non, au contraire, c'est signe de santé mentale de pouvoir dire ok, certes c'est ma mère, mais non. mais elle m'a non. dit d'aller à droite et je sens qu'il y a un danger à droite. Je peux lui dire, bon maman, je sais pas, tu m'as dit à droite, mais c'est bizarre, hein, c'est chelou ton truc en fait. Mais oui. C'est un signe de santé mentale en fait de s'inscrire dans cette posture-là. Ouais. Contrairement à ce qu'elle dit, ce qu'il ou elle dit. Bon, c'est un homme. Voilà ce genre de maladie mentale. Et donc du coup on a Doucine Chloé, donc on va activer un petit peu parce que quand on a des sujets comme ça, ben, le temps file. Doucine Chloé qui dit non, ce n'est pas contre nous parents. Ils ne cherchent pas forcément à nous faire du mal, mais il n'empêche que nous sommes les premières victimes de la rébellion de nos enfants. C'est à nous de tout assumer au regard de la loi, de la société, de tout le monde. Je suis d'accord avec elle. Hein. Donc, mesdames, ça m'a coûté quand même une méga dépression. Aujourd'hui, je le dis, mais il y a aussi de bonnes dépressions. Aujourd'hui, je considère que ma dépression était une bonne dépression. Parce que ça m'a permis de me prendre en main, de faire mes activités où j'ai pas une minute à perdre, à réfléchir à autre chose. Bon, on a toujours Merci d'avoir trouvé un petit temps de venir avec nous. Donc, je considère que sur le moment, c'était très difficile, mais c'est pour encourager les parents. Donc, c'est vrai que quand on fait une dépression, c'est dur, mais après, il faut mettre les choses en place et se dire, bon, ben, je n'ai pas fait ça pour rien, j'ai pas vécu ce moment difficile pour rien. Donc, aujourd'hui, je me prends en main et effectivement, je suis encore fragile en tant que maman, puisque les émotions prennent le dessus quand je suis en grande difficulté avec mon fils. Mais je rebondis tout de suite, c'est pour ça qu'une semaine après, je suis là. Génial. Avec toute ma positivité et je suis prête à encore mener le combat et ça continue. Et c'est vrai que c'est difficile puisque légalement aussi, on est engagé. Mon ado a envie de faire par lui-même, même si ce qu'il fait par lui-même est préjudiciable. Judiciairement, c'est quand même moi qui serai assis aussi au poste avec ou sans lui. C'est ça. C'est une discussion qui revient effectivement régulièrement dans mon foyer. C'est ça. Donc on termine avec la dernière question. Oui, alors, Johanna, je suis contente que Johanna nous ait écrit parce qu'elle a 17 ans, donc le regard d'une ado. Donc, j'ai 17 ans et tout le monde dit que je suis rebelle. Je trouve pas que je suis rebelle. Je suis juste pas un mouton, c'est tout. Et ce n'est pas parce que mes parents aiment telle ou telle chose que je suis obligée d'aimer moi aussi. Et rien que parce que je n'aime pas, on me traite de rebelle. Je ne suis pas un mouton et ça me saoule. J'ai franchement marre. Mais je crois qu'on a essayé d'avoir un ado avec nous aujourd'hui. Ça aurait été génial. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais on remercie Johanna. Merci Johanna si tu nous regardes. Merci pour ton commentaire. Bien sûr que Johanna nous regarde. Voilà. Quand même. Parce que c'est vrai que elle confirme finalement toute l'analyse qu'on a faite. C'est ça. L'idée n'est pas de tolérer ni d'accepter que les ados fassent n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Mais on veut vraiment dire aux téléspectateurs que derrière ce « je fais n'importe quoi et je suis rebelle », il y a quelque chose qui est exprimé. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est exprimé. Parce que plus cet ado grandit, et plus il est apte à s'exprimer, et plus il ira au front, et plus on peut justement tomber dans ce manque de respect qui gêne tant en fait. Exactement. Donc il faut vraiment qu'on se pose la question, mais ok, il me semble rebelle, elle me semble rebelle, Johanna me semble rebelle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière?
Surtout que, lorsqu'on prend le temps d'analyser les choses, les rebelles n'ont pas toujours été punis. Moi, je suis une personne rebelle de nature. Je n'ai jamais accepté qu'un fonctionnement venant d'un adulte soit anormal ou répressif injustement envers moi. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché d'être souvent déléguée dans telle réunion avec le proviseur, souvent avec des statuts d'élèves engagés, parce que justement, il n'était pas question qu'on fasse n'importe quoi avec les élèves dont je faisais partie et que je représentais. Exactement. Donc en fait, on peut être rebelle, être justement ce non-moutonnage dont elle parle, où le système dit que, je l'ai dit à la dernière émission, je suis choquée de voir des adolescents qui sont refusés à l'entrée de leur collège, de leur lycée, pour une question de cheveux, qui sont soutenus par un groupe d'activistes et qui ne se mouillent pas plus que ça. À mon époque, pour une histoire de toilette pas propre au lycée du Lorrain à l'époque, c'était réglé, bouclé à TV, sur TV. Tout le monde est déjà contacté. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Donc, en fait, la rébellion en elle-même, c'est un mécanisme qui s'explique parce que le jeune cherche sa propre identité, parce qu'il est dans le rejet d'une valeur éducative qu'il ne valide pas, parce qu'il est dans des changements physiques et parce qu'il n'a pas les moyens de s'exprimer. Donc, si on travaille sur ces aspects-là, on peut lui proposer un cadre respectueux où chacun a sa place, chacun a son espace, chacun a sa possibilité. Et à ce moment-là, et donc, on arrive à rentrer dans une communication. Donc, c'est là que je pense qu'on peut parler du fameux bon plan. Voilà, c'est ça. Donc, je te laisse en parler. Oui, donc comme chaque semaine, donc le bon plan de Mélie Mélo. Aujourd'hui, on a choisi de faire un bon plan partagé. Donc, c'est le bon plan de Nathilo et moi. Donc, c'est le bon plan qui s'appelle Moment Lionnage. Donc, c'est un moment qu'on propose avec notre thérapeutique avec parents et ados, justement, pour les parents qui souhaitent se rapprocher de leur ado, comprendre leur fonctionnement. Et pareil pour l'ado, comprendre le fonctionnement du parent. Donc, on a créé une petite méthode 3C, puisque on connaît la fameuse méthode 3C, mais nous avons créé le 3C Mélie Mélo. Voilà, le 3C Mélie Mélo. Compréhension, confiance et canalisation. Donc voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur la page pareil, meliemelo.fwi pour plus d'informations. Et puis, c'est un moyen, un espace d'échange que nous mettons à disposition pour les parents qui souhaitent, et les ados, qui souhaitent comprendre leur fonctionnement et améliorer leur relation avec leur ado. Et l'avantage, c'est qu'il y a justement cet aspect médiation, d'accord, qu'on va apporter entre l'ado et le parent. À travers des activités. Exactement. Aussi, cette espèce de dépaysement où on n'est plus dans la sphère propre où est né le conflit, en fait. C'est Donc, ça. il y a ces espaces de dépaysement. Et puis aussi, la partie confiance, où on donne les rênes à nos adolescents. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Donc voilà, donc on espère que le bon plan plaira aux téléspectateurs, qu'ils n'hésitent pas à rentrer en contact avec nous. On arrive au terme de notre émission, donc on va faire un petit tour de table. Tu nous diras ce que tu en as pensé et ce que tu penses qu'on devrait retenir d'une telle thématique. Mon ado est rebelle contre moi. Et puis, on clôturera comme ça. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec Nathilo et Ama. Donc, en tout cas, chers parents, je viendrai vous faire un retour sur Lionnage. Bien sûr. Puisque je pense que je serai au cœur de l'action. Avec grand plaisir. Et voilà. Et j'espère vraiment que mon témoignage aura apporté un petit peu quelques réponses, en tout cas pour les parents, et puis de l'assurance aussi, de ne pas baisser les bras, qu'on y arrive. Donc, il faut continuer de se battre, continuer de lutter dans la positivité, dans le calme. Puis, mesdames, n'oubliez pas, remplissez votre temps pour vous d'abord, et ensuite le reste viendra. Voilà. Merci, Christy. Mais moi, comme vous savez déjà, très heureuse d'avoir participé aujourd'hui avec Christy, qui nous a donné son ressenti de maman d'un ado rebelle. Et puis, très pressée de vous revoir la semaine prochaine. C'est ça. Alors, Christy, je continue comme ça en te disant merci, puisque c'est aussi un acte très courageux, puisqu'on sait que dans cette société, les parents qui ont des ados rebelles sont très rapidement jugés.
Donc, important pour nous de leur rappeler que non, en fait, le jugement n'a pas sa place dans ces problématiques-là. Au contraire, c'est le lionnage voilà, qui va aider à régler ça. Le respect, apporter de vraies solutions, apporter des espaces d'expression. Et surtout, j'insiste, c'est normal. Un adolescent qui est en pleine possession de son cerveau, qui a envie d'être dans l'émulation de son cerveau, doit pouvoir s'exprimer. Et si on l'empêche, ben ça va quand même péter. D'accord? Ok, ben chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on se retrouve donc tous les mardis à 15h et le vendredi à 21h30. N'oubliez pas non plus votre page Instagram et puis on vous dit à très bientôt. Bisous!